ça commençait à être pas mal clair que la situation allait était si urgente, avait une préoccupation que ça pourrait s'empirer et dégringoler encore plus ailleurs, qu'il y avait une urgence d'agir et que l'outil qu'on avait pour amener rapidement ces outils spécifiques, c'était la loi sur les mesures d'urgence. Justin Trudeau, vendredi, sur la réflexion de son gouvernement dans les jours qui ont précédé l'invocation de la loi sur les mesures d'urgence. Le premier ministre, 7 de ses ministres et certains proches collaborateurs étaient à la barre des témoins pour la dernière semaine de travaux de la commission Rouleau. Ont-ils réussi à justifier l'utilisation de cette mesure exceptionnelle? Voyons voir ce qu'en pensent mes collaborateurs. Alec est absent cette semaine. C'est Madeleine Blais-Morin qui est avec nous, les chefs du bureau politique de Radio-Canada à Ottawa. Chantal Hébert est chroniqueur au Toronto Star et au magazine L'Actualité. Et Michel Séauger est chroniqueur politique à la Presse Plus et à Radio-Canada. Bonjour à vous trois. Bonjour. 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 Michel, commençons avec vous. Qu'est-ce que vous avez retenu du témoignage du premier ministre vendredi? Une défense assez solide de la raison pour laquelle il a invoqué la loi sur les mesures d'urgence. Et pour ceux qui aiment la politique, littéralement un cours de sciences politiques de comment une décision se prend au gouvernement fédéral. Il a pris beaucoup de temps, était très rigoureux là-dessus. On a parlé au caucus, on a parlé à la haute fonction publique, on a parlé aux provinces, et expliquant à chaque fois quelles étaient les étapes. C'était comme aller derrière le miroir. C'était intéressant pour nous, en tout cas, parce qu'on a rarement accès à ça. Mais je pense que le but recherché était d'expliquer ce qu'il a fait et de dire voici pourquoi on est arrivé à cette conclusion-là. Et on l'a fait en faisant toutes les bonnes étapes. Et si c'est ça le critère, ben je pense qu'il a assez bien justifié, oui, le recours à la loi. C'est vrai qu'il y avait du détail, Chantal? Bon, la question, ont-ils réussi? On va avoir la réponse en février, quand le juge Rouleau va remettre son rapport. Mais ils se sont pas fait de tort. Et là, j'inclus les ministres qui ont précédé Justin Trudeau. Ils ont présenté leur cause et sans s'enfarger les uns dans les autres. Ça faisait changement, là, on ne le voit pas souvent. Justin Trudeau qui parle sans notes, vraiment, là, sans texte, et qui passe pas son temps à répéter des lignes. Cela dit, ce qu'il y avait aussi d'unique et qui était vraiment intéressant à regarder, c'est l'idée qu'on a en temps réel accès aux transcriptions des conversations téléphoniques entre le premier ministre du Canada, la gouverneure générale, le premier ministre de l'Ontario. Donc, il fallait que M. Trudeau réconcilie son argumentaire avec ce qu'il avait dit dans des conversations privées avec toutes sortes d'interlocuteurs. D'abord, on n'a jamais accès à ces choses-là. C'est jamais arrivé. Oui, Paul Martin a témoigné devant la commission Gomery, mais on n'avait pas ce genre de matériel-là. Et deuxièmement, il s'en est assez bien tiré là-dessus. Mon plus gros bémol sur cette semaine, c'est que quelque part, le gouvernement de M. Trudeau, pas par la voix du premier ministre, mais par celle de la ministre des Finances, avance l'argument qu'on doit élargir les critères qui définissent une menace à la sécurité nationale pour inclure les menaces économiques. Ça me semble, au bas mot, une pente un peu savonneuse, dans la mesure où, à partir de ce moment-là, où est-ce qu'on met la ligne quand il y a un blocus ferroviaire autochtone, quand il y a une protestation écologique? Et si j'étais Parti conservateur, qui parle pas fort de ces audiences-là, j'aurais pris des notes de ce côté-là de l'argumentaire en me disant, si un jour on est au pouvoir, on pourrait réentendre certaines des citations de cette semaine. C'est vrai. D'ailleurs, M. Trudeau, il n'a pas répété vendredi l'argumentaire économique. Madeleine, qu'est-ce que vous avez retenu, vous? Il a parlé de l'argumentaire économique en disant que c'était une préoccupation, mais ce n'était pas la raison numéro un d'invoquer la loi. La raison numéro un, c'était des menaces de violence. En parlant, par exemple, des armes qui ont été découvertes en Alberta, en parlant des camions qui peuvent être utilisés comme armes, en parlant de boucliers humains, d'enfants dans les camions qui servaient de boucliers humains. Est-ce que ça représente véritablement une menace de violence suffisante pour invoquer la loi? Je suis pas avocate et je suis pas policière, donc j'imagine effectivement que le juge Rouleau a la délicate tâche de le déterminer. Mais politiquement, Justin Trudeau n'a pas commis de gaffe
qui ferait changer l'opinion publique. Et on l'a vu quand même assez serein. On l'a vu souriant parfois, on l'a vu assez calme. Et j'ai l'impression, parce qu'il peut s'appuyer sur l'opinion publique, qui était généralement, finalement, en faveur, aux 2 tiers des Canadiens, là, qui étaient plutôt favorables ou favorables à l'invocation de la loi sur les mesures d'urgence. Donc, cette commission-là, elle ne va pas trouver quelqu'un de coupable, elle ne va pas mettre quelqu'un à l'amende non plus. Le risque, il est politique et je ne pense pas que la performance que Justin Trudeau a offerte va faire changer l'opinion publique dans ce sens. Oui. Chantal, je reviens à vous. Sur l'ensemble de son travail, parce que là, c'est terminé, les témoignages, là, on a entendu tout le monde. Est-ce que la commission a fait le travail qu'elle devait faire dans le contexte de la loi? Est-ce qu'on a l'impression d'avoir fait... Est-ce que vous avez l'impression qu'on a fait le tour, qu'on a entendu tous les intervenants, qu'on a en main ce qu'il faut pour tirer des conclusions? En tout cas, on a entendu à peu près tous ceux qui avaient besoin de se faire entendre. Certains vont dire on n'a pas l'avis juridique sur lequel s'est appuyé le gouvernement pour finalement décider que c'était légal, c'est protégé par la relation entre avocat et client. Je suis pas convaincu, moi, que cet avis juridique-là, d'abord, était noir ou blanc, parce que c'est le genre de choses qui a tendance à aller dans des zones grises. Vous pouvez le faire. C'est sans doute correct, mais ça va probablement être contesté. Ça ressemble souvent à ça. Mais d'autre part, je suis pas sûr non plus que c'est cet avis juridique qui, du coup, a fait pencher la balance. Je pense qu'il y avait tellement de facteurs qui sont entrés en ligne de compte que c'est un des éléments parmi plusieurs. Ce qu'on ne saura jamais, c'est si l'avis juridique disait « vous ne pouvez pas aller là, vous n'allez pas réussir », le patron du renseignement a dit, selon nous, ça ne satisfaisait pas aux critères qu'on impose aux services de sécurité, mais j'ai dit au premier ministre de le faire. Alors, on comprend que Justin Trudeau était probablement dans la même catégorie que le patron du renseignement là-dessus. On va voir ce que le juge Rouleau en fait. C'est quand même pas une tâche simple qu'il va avoir de départager le contexte par rapport à la loi. Mais cela dit, sur le front de la bataille de relations publiques, parce qu'il y en avait 2 batailles, je crois que le gouvernement a remporté cette bataille-là. Sinon, haut la main, tout à fait honorablement. Oui, mais Michel, parce qu'un peu plus tôt dans l'émission, on s'entretenait avec Marco Menicino qui semblait pas se prendre la tête à l'idée que la commission puisse être défavorable à l'argumentaire du gouvernement en disant on a fait ce qu'on avait à faire. Est-ce que le gouvernement court un gros risque de cet exercice-là, d'après vous? D'abord, je pense que c'est Madeleine qui l'a dit. Il y a 2 tiers des Canadiens qui sont d'accord avec l'imposition de la loi. Et il est peu probable que ce qui s'est passé à la commission Rouleau les fasse changer d'idée. Alors, dans le tribunal de l'opinion publique, comme on dit souvent, je pense que M. Trudeau a gagné son pari. L'autre chose, c'est, je ne crois pas qu'on peut s'attendre à ce que le juge Trudeau, devant les témoignages qu'il a entendus, dise c'était absolument inconstitutionnel, inconsidéré, c'était pas la manière d'appliquer cette loi-là. Après tout, c'est la première fois qu'on l'applique. C'est la première fois aussi qu'il y a un exercice qu'on fait après l'application de la loi pour voir si c'était justifié. Donc, je pense pas, moi, que ça va nuire beaucoup au gouvernement actuellement parce que, de toute manière, on regarde, tout a été fait dans les règles, tout a été fait de la façon la plus rigoureuse possible, selon les témoignages qu'on a vus. Et à cause de ça, ça devrait permettre au gouvernement de s'en sortir assez facilement. Madeleine, un mot là-dessus. Il s'en tire mieux que d'autres, hein? Parce que souvenez-vous, Erin O'Toole, dont on n'a pas parlé depuis longtemps, l'ancien chef conservateur, ce convoi-là lui a en partie coûté son poste. Le chef de police d'Ottawa est parti en raison du convoi. La commissaire de la GRC, son leadership est fragilisé à cause du convoi. Donc, quand on considère tout ça, Justin Trudeau s'en tire vraiment pas trop mal. Bon. On fait un saut à Québec maintenant parce qu'on se prépare pour la rentrée parlementaire. Mardi, presque 2 mois après le scrutin. Je recommence avec vous, Michel. À quoi est-ce qu'on s'attend de cette rentrée parlementaire? Courte séance quand même. Mais quelles sont vos attentes par rapport à ce qui s'en vient? C'est une courte session, littéralement, pour passer des projets de loi budgétaires et ce genre-là. Donc, il n'y aura pas grand-chose. Ce qui est intéressant à surveiller, c'est la nouvelle configuration de l'opposition.
Il y a 90 députés du parti au pouvoir. Ça n'en laisse pas beaucoup pour 4 partis, dont 3 vont être représentés à la Chambre, qui ont eu à peu près 15% chacun. Le Parti québécois était celui qui était vraiment en demande là-dedans. Il semble que ça s'est réglé avec 2 questions par semaine, puis un poste de chef pour Paul Saint-Pierre Plamondon, puis un peu plus d'argent à la recherche. Mais comme toujours, le règlement de l'Assemblée nationale est très strict et à chaque fois qu'il y a un parti qui ne réussit pas à avoir la norme, soit de 20%, soit de 12 députés, qui est la norme à Québec, on fait des accommodements. L'Assemblée nationale en a toujours fait. Alors, mais on va voir comment cette opposition-là, qui est quand même un peu étrange, le PQ, qui est un parti avec 3 députés, a eu plus de votes que l'opposition officielle libérale, qui en a 21. C'est quand même assez déséquilibré. Il faudra voir comment chacun se positionne là-dedans. Québec solidaire aimerait ça se considérer comme la vraie opposition. On va voir si c'est possible. On va voir ce que le PLQ, dans l'état où il est, peut faire comme opposition officielle en même temps qu'une course au leadership, parce que c'est toujours compliqué de jouer les deux. Les yeux vont être plus tournés dans cette session-là vers l'opposition que vers le gouvernement. Et le gouvernement, lui, a quelques projets de loi à faire passer. C'est pas le travail parlementaire qui va dominer, là. Ouais. Madeleine? Oui, l'opposition officielle avait 21 sièges et en reste 19. Dominique Anglade n'est plus là. Oui. Marie-Claude Nichols n'a pas encore réintégré le caucus. Déjà. Donc là, je pense que le défi est surtout justement sur l'opposition officielle. Marc Tanguay, c'est un bon débatteur. Il va devoir prouver qu'il est capable d'être un chef parce que jusqu'à maintenant, il n'a pas nécessairement brillé là, quand on a parlé, par exemple, de Marie-Claude Nichols, justement, ou bien de l'épisode du protecteur du citoyen, lorsque, il avait été vite sur la gâchette pour dénoncer le manque d'éthique du gouvernement avant de savoir que c'était finalement un ancien ministre libéral qui était visé. Ouais. Donc, il y a un adage qui dit « parlez-en en bien, parlez-en en mal, mais parlez-en ». J'ai comme l'impression que pour le Parti libéral, ça va faire du bien si on réussit à parler d'eux en bien. Et le fait d'avoir devant eux un adversaire de l'autre côté du Salon Bleu, ça va aider. Ça va aider à ne plus nécessairement être tout seul à se lancer des grenades dans leur propre chaloupe. Mais je pense que c'est eux d'abord et avant tout que je vais observer là, dans les premières journées de la reprise des travaux. C'est jamais bon, des grenades dans sa propre chaloupe. J'entends. Oui, plusieurs chefs intérimaires conservateurs, parce qu'on en a une collection à Ottawa, pourraient témoigner de ce que être un chef intérimaire, c'est parfois plus difficile au niveau de la gestion du caucus pendant une course au leadership que dans la prestation à la période des questions, où effectivement, c'est bien d'avoir un adversaire. Cela dit, moi, je pense pas qu'on peut juger ou qu'on va prendre la pleine mesure de la nouvelle Assemblée nationale entre maintenant et la fin de l'année. C'est vraiment une apparition très, très brève et ça va se corser ou pas au printemps, quand le budget va arriver, quand on va voir où on en est sur le front de la récession, la santé. Mais j'ai comme l'impression qu'il n'y a personne qui est d'humeur à faire de cette petite tranche de début de mandat le moment où on fixe l'image et on dit voilà de quoi ça a l'air. Ouais. Michel, un mot sur Québec solidaire, parce que Gabriel Nadeau-Dubois, cette semaine, disait, bon, on a recadré nos affaires un peu, on va parler davantage d'économie puis de lutte contre l'inflation. On dirait qu'il essaye d'occuper du terrain que devraient occuper normalement les libéraux. C'est comme ça qu'on devrait le voir? C'est ce qu'ils veulent, en tout cas. Ils estiment que le Parti libéral va être occupé par tellement de choses. D'abord, les débats internes, ensuite le leadership, que c'est eux qui ont une chance de briller. Cela dit, c'est pas évident. Quand on regarde le nombre de questions à l'Assemblée nationale et tout ça, c'est pas toujours facile d'être le deuxième comme ça. Mais c'est un fait que ça donne à Québec solidaire une ouverture de montrer qu'ils sont pas un parti unique avec juste quelques idées, mais qui sont capables de parler d'inflation, qui sont capables de parler de ces choses-là. C'est vrai qu'ils vont être à surveiller au cours de cette petite session-là, mais encore une fois, le vrai spectacle commence à la rentrée au printemps. Là. Ce ne sera pas aujourd'hui, c'est la répétition générale. Oui, Chantal, rapidement. Mais là, on s'entend, la tête des gens qui regardent ne sera pas là-dedans. Là. C'est le temps des fêtes. Ça, c'est comme de penser que tout le monde a arrêté de regarder la Coupe du monde cette semaine pour regarder la commission Goulot. Il faut se garder une petite gêne dans la réalité. C'est pas parce que nous, on est payés pour faire ça que la planète a arrêté de respirer le temps de ces événements-là. Moi, je regarde la rentrée d'après les fêtes.
comme le moment où ça va être le vrai départ. Madeleine, le mot de la fin. Bien, j'ai même vu, moi, des gens avoir 2 écrans cette semaine. La commission Rouleau et la Coupe du monde. Alors, c'est pas Moi aussi. pour vous dire. J'en connais, moi. C'est vrai, oui. On ne donnera pas de nom, mais effectivement, j'en ai vu quelques-uns. Madeleine, Chantal, Michel, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.